Je vous propose tous de rallumer vos micros. OK. Est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour Oui. à tous. Soyez Bonjour. les bienvenus dans ce premier live Facebook des Up Café, des mouvements Up Café. Je pense que vous nous connaissez, notamment amis parisiens, amis de Nantes, Lyon et Lille. Vous avez l'habitude de nous voir dans des conférences ou dans des cafés du matin. Ça sera notre premier café en live Facebook parce que oui, confinement oblige, on s'adapte. Avec une thématique qui est encore plus d'actualité, comment être confiné et engagé. J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver Marine, Amélie et Boris. Vous êtes chacun porte-parole d'une organisation, d'une entreprise qui travaille justement dans cet engagement et qui font des propositions de bénévolat. Je vais vous laisser à chacun vous présenter. Merci d'être avec nous ce matin. J'espère avec un café pas très loin de vous. On va engager la parité. Boris, vu que tu es le seul homme présent aujourd'hui dans cette table ronde, je te laisse démarrer avec, bien sûr, te présenter article 1 et les initiatives que vous portez derrière ça. Ok. En combien de minutes? 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Je te Donc, ferai un petit signe de la main quand à un moment ça d'accord. déborde. Donc, je te laisse dérouler tranquillement. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Boris, donc je suis le cofondateur d'Article 1 avec Benjamin Blavier. Article 1, c'est le résultat d'une fusion. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs deux cofondateurs de deux associations qui préexistaient, qui s'appelaient Fratelli d'une part et Passeport Avenir d'autre part. On est une association qui a une double mission. Une mission qui est, qu'on résume ainsi, une double mission qu'on résume ainsi, changer les visages et la vision de la réussite. Alors, changer les visages de la réussite, ça veut dire qu'effectivement, on souhaite que les jeunes puissent réussir à la mesure de leur potentiel et non de leur origine sociale. Et cet objectif d'égalité des chances, il est inscrit dans la première phrase de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, d'où notre nom, article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et on a une deuxième mission, donc changer la vision de la réussite, pas seulement les visages, qui est un sujet d'actualité, en particulier en ce moment avec la crise, où on se pose un peu des questions sur notre modèle. On pense qu'il faut revisiter l'équilibre qu'il y a entre la réussite individuelle, économique d'une part, l'épanouissement personnel et la responsabilité sociale. Et cette deuxième mission, elle est en fait dans la deuxième phrase de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 1er, ça tombe bien. Elle a d'ailleurs été citée par le président de la République lors de sa dernière allocution. C'est les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Cela veut dire qu'une société ne reconnaît la réussite qu'à la mesure de la contribution au bien collectif. Voilà, donc c'est non seulement on aide des jeunes à réussir qui n'étaient pas promis à une réussite par les statistiques sociales, la discrimination qui est une réalité très, très forte en France, mais on les aide aussi à réussir différemment et inspirer plus largement des figures de réussite qui soient peut-être plus exemplaires, en tout cas de notre point de vue, pour la société dans son ensemble. Donc on porte un projet à la fois éducatif, mais aussi un peu politique ou citoyen en tout cas. Et Voilà, du coup, alors, comment est-ce que vous êtes perçu par le grand public là-dessus? Vous avez des retours, vous avez certainement de belles histoires à raconter sur ces sujets-là. oui, alors on a beaucoup de très belles histoires. C'est une caverne d'Ali Baba, article 1. La difficulté, c'est que les belles histoires intéressent le mouvement Up, mais intéressent moins les autres médias qui préfèrent les histoires où les trains n'arrivent pas à l'heure. Donnez-les, donnez-les. Nous, on fait du journalisme de solution. On est là justement pour montrer que ça marche. Oui, ben voilà, par exemple, vous avez des gens comme Sophia qui ont créé un fonds donc, qui fait partie donc, ce qu'on appelle les 30 under 30, c'est-à-dire des 30 jeunes qui comptent en Europe et qui ont moins de 30 ans. Elle est issue de la Courneuve, du lycée Jacques Brel à la Courneuve. Et eh bien, on l'a aidée à réussir, mais elle avait un potentiel de dingue et elle est donc extrêmement influente. Elle a créé un fonds d'investissement. Donc là, on est vraiment dans le capitalisme dur, sauf que c'est un fonds qui en soutenir des technologies, des entreprises qui développent une technologie pour résoudre les problèmes qui sont liés aux objectifs de l'ONU, les objectifs du millénium. Donc voilà, on est typiquement dans un exemple de quelqu'un qui a fait HEC, réussi très bien dans le système, mais qui en même temps aspire à le changer en investissant un peu différemment de ce que font les investisseurs classiques. Voilà. Donc, on est plein d'histoires comme ça. Nous, on intervient, je dirais, cette grande mission, on l'a fait intervenir depuis l'orientation post-bac, très concrètement. Donc, on aide les jeunes à s'orienter avec un programme qui s'appelle Inspire. On les aide après à réussir, les étudiants issus du milieu populaire. Sophia en faisait partie.
Et on a après un programme qui est un programme d'aide à l'insertion qui s'appelle Job Ready. Voilà, donc on est vraiment sur du temps long. On aide ces jeunes à réussir depuis le lycée jusqu'au premier job. Merci Boris. Amélie, je vous laisse présenter Bénévolte, qui est à l'autre bout de la chaîne, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Bénévolte, c'est la plateforme de bénévolat des retraités actifs. Donc, on est vraiment à l'autre bout de la chaîne. Mais il y a des missions intergénérationnelles, donc on peut se retrouver quand même. En fait, Bénévolte, le constat de départ, c'était qu'il y a 700 000 nouveaux retraités en France chaque année. Et que parmi ces 700 000 qui tendent d'ailleurs à monter vers les 900 000, il y en a à peu près 40% qui connaissent un épisode un peu dépressif pendant les 2 premières années de la retraite. Et surtout, ce qui est régulièrement notifié par les personnes, c'est maintenant que je suis en retraite, je ne sers plus à rien, j'ai plus de place dans la société, je savais faire plein de choses, j'étais un expert dans mon domaine et tout d'un coup, je suis vue comme quelqu'un de vieux et d'inutile. Et ça, à 60 ans, 65 ans, c'est juste impossible en fait. Voilà. Et puis face à cela, il y a 1 300 000 associations en France qui fonctionnent pour la plupart uniquement avec des bénévoles et qui cherchent des bénévoles. Et on trouvait qu'il fallait quand même à la fois aider les retraités à mieux vivre ce passage en retraite et amener aussi une forme d'éclairage un peu public sur qui sont les retraités d'aujourd'hui. Une personne de 65 ans, c'est pas une personne de 85 ans. Et il y a un dynamisme, il y a une énergie, quelque chose dont il faut se saisir. Et en même temps, les aider à trouver ensuite des missions de bénévolat qui leur permettent d'avoir un engagement citoyen dans la société. Donc, on a développé 2 activités. Une activité qui est de l'ordre de la formation. On va en entreprise et on accompagne des futurs retraités vers la retraite. On a formé à peu près 115 sur l'année 2019. Donc des gens qui sont à 1 an de la retraite et qui se posent des questions sur ce qu'ils vont faire après, genre comment ça va se passer, ce retour à la maison 24 heures sur 24 avec madame ou monsieur, voilà, qui peut angoisser. En attendant, la retraite, ça se prépare, j'en suis vraiment convaincue. Voilà, c'est cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a une partie administrative, le gros dossier qui fait peur, mais il y a aussi et surtout, demain, je vais avoir 7 heures par jour, 5 jours par semaine retrouvés complètement libres. Qu'est-ce que je vais faire dedans ? J'ai un peu de jardinage, un peu de petits-enfants, mais ça ne va pas être assez. Nous, on les aide à déterminer ce pas assez. Et pour ensuite, deuxième activité, leur permettre de trouver du sens en s'engageant en tant que bénévole dans une association. Donc pour ça, on a un outil numérique, une plateforme web, qui leur permet de déposer un profil. Par exemple, Catherine, qui était prof, qui a mis qu'elle pouvait faire du soutien scolaire, qu'elle pouvait aider, faire l'alphabétisation, c'était le genre de choses qu'elle savait faire. Et ensuite, qui va être contactée par une association qui va chercher des compétences qui l'intéressent. En l'occurrence, Catherine a trouvé l'association JRS Welcome qui s'occupe de personnes migrantes et qui avait besoin de quelqu'un pour donner des cours de français à des migrants. Voilà, vous voyez un peu soit on va au bénévolat pour réemployer des compétences professionnelles, soit parce qu'on aime quelque chose et qu'on a envie de le faire partager sous forme de passion, parce qu'on a envie d'apprendre quelque chose aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, derrière la cause qu'on sert, derrière l'envie qu'on développe, il y a beaucoup de questions autour du lien social. Et c'est ça qui est fondamental et qui permet aux gens d'être épanouis, c'est de conserver un lien, de conserver une utilité et de faire du relationnel. Bien sûr. Voilà. Merci Amélie. Marine, si tu devais présenter le groupe SOS de manière simple, je te laisse peut-être voir des dominantes. Je te laisse faire. Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je représente aujourd'hui le groupe SOS. Le groupe SOS, qu'est-ce que c'est? C'est la plus grande entreprise sociale en Europe. Et en ce moment, pendant la crise sanitaire, le groupe est extrêmement impliqué sur le terrain. On a, pour vous donner une idée, 20 000 salariés qui en ce moment travaillent ou dans des structures sanitaires. Donc, on a des hôpitaux, des EHPAD notamment, mais aussi énormément de travailleurs sociaux. Ce sont des auxiliaires de vie, des éducateurs, éducatrices spécialisés qui travaillent en ce moment dans les établissements médico-sociaux ou sociaux du groupe SOS, en lien avec les personnes les plus fragiles ou des personnes exclues. Ça peut être des personnes en situation de handicap, des personnes sans domicile fixe, des populations migrantes, des jeunes ou des enfants de l'aide sociale à l'enfance.
Donc, en ce moment, pendant la crise sanitaire, tous ces établissements fonctionnent. Évidemment, ce sont des choses qu'on ne peut pas mettre entre parenthèses. Et que ce soit dans le domaine du sanitaire, du médico-social ou du social, on a voilà, des personnes extrêmement impliquées sur le terrain. Évidemment, la crise a eu un impact conséquent au groupe SOS, puisque forcément, les structures que j'ai citées sont en première ligne pour appeler le vocabulaire en cours en ce moment. Et il s'est passé deux choses, on y reviendra au fur et à mesure. Première chose, on a dû évidemment faire un appel à bénévoles et à salariés et voilà, à main-d'œuvre finalement pour vraiment nous aider pendant cette période compliquée. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'au sein du groupe SOS, il y a aussi plusieurs associations qui travaillent sur des sujets qui ne sont pas à proprement parler sanitaires ou qui ne relèvent pas forcément du médico-social. Et ces associations ont fait preuve d'énormément d'innovation, d'imagination et d'initiative pendant cette période pour se rendre utile le plus possible, pour trouver des solutions et pour aider encore une fois les personnes les plus démunies. Donc, c'est des associations qui s'occupent de sujets de bénévolat, d'engagement, mais aussi, par exemple, d'épicerie sociale. Tu peux peut-être citer des noms hein, oui, bien sûr. Des associations, justement. Bien sûr, donc par exemple sur les épiceries sociales et solidaires, je pense au réseau Andes, qui est le premier réseau d'épicerie sociale et solidaire en France, qui est au sein du groupe SOS. Les épiceries du réseau Andes sont ouvertes, bien sûr, mais pour qu'elles soient ouvertes, il faut qu'elles soient approvisionnées. Donc, effectivement, le réseau Andes a fait un large appel à bénévoles pour pouvoir, sur les plateformes de logistique, par exemple, on pense bien sûr à Rungis, pouvoir acheminer les stocks, aider à la logistique pure pour que tout ce réseau de plus de 300 épiceries solidaires sur tout le territoire soit approvisionné. Donc, là, ce sont les épiceries Andes. Je pense à l'association Active au sein du groupe SOS qui travaille spécifiquement auprès de municipalités, donc qui a travaillé avec la ville de Bordeaux, Lille ou Toulouse, justement pour favoriser l'appel à bénévoles et aussi, on en parlait tout à l'heure, faire en sorte que ces bénévoles qui se présentent sur un site font part de leurs possibilités en termes de temps qu'ils veulent aider, qu'on puisse rapidement leur mettre en face une mission. Ça, Active travaille spécifiquement auprès de municipalités qui souvent, le maire ou les services municipaux sont un peu débordés de demandes et ne savent pas forcément de quelle manière les gérer. C'est d'ailleurs Active qui avait mis en place la plateforme parisienne il y a quelques années. Je pense aussi à une belle initiative d'une de nos associations qui s'appelle Souffleurs d'Images. À l'initiative de Souffleurs d'Images travaille plutôt auprès des personnes malvoyantes ou aveugles pour, au téléphone, leur dicter, leur décrire des œuvres d'art. Et pendant cette période, Souffleurs d'Images a élargi son champ de compétences et peut appeler des personnes isolées dans des EHPAD, dans des hôpitaux ou dans des structures sociales pour leur lire un livre ou leur lire la presse chaque jour. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça a été une jolie initiative pendant cette période. Et là aussi, il y a dû avoir un appel à bénévoles pour densifier ces possibilités-là au sein de l'association. Merci Marine, merci à tous pour cette présentation. Maintenant, je vais faire appel à votre expertise. Moi, pendant le confinement, j'ai tout à coup un moment ça fait des années que j'ai envie de m'engager, je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas nécessairement d'expertise. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je viens taper à votre porte? Comment ça se passe? Peut-être, Amélie, tu vas pouvoir nous répondre en premier sur ces sujets-là en disant, est-ce que je suis légitime? Il y a une forme de volonté de bien faire qui peut être bloquant. Comment est-ce qu'on fait pour justement décoloniser l'imaginaire sur ça, pour dire aux gens, en fait, chacun peut devenir bénévole? Ouais, chacun peut devenir bénévole, ça c'est sûr. Après, faut faire attention avec le côté c'est la crise, le bénévole va sauver le monde. J'ai un petit complexe du sauveteur et du coup, je me mets en ordre de marche et je suis assez frustrée parce que je me porte volontaire dans une asso et ça répond pas dans la minute et voilà. Faut imaginer en fait que
La mobilisation aujourd'hui, elle est partout en France, à des échelles parfois très micro au niveau de la commune, où le CCAS va faire un appel à bénévoles vraiment sur un territoire parfois très petit. En même temps, il y a des initiatives nationales, je pense aussi de la réserve civique par exemple, à des plateformes comme Bénévoles ou comme d'autres qui vont irradier plutôt au niveau national. Et puis vous avez les associations qui, en propre et en leur nom, vont aussi chercher des bénévoles. Donc la première chose, c'est peut-être de commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on peut faire. D'abord, est-ce qu'on est dans une condition physique qui nous permet de sortir de chez nous ou pas? Parce que déjà, c'est la première chose. Nous, dès le début du confinement, on a pris toutes les missions qu'on avait et on a tout passé, tout ce qu'on a pu en bénévolat à distance, en aidant les associations qui avaient besoin de s'organiser pour continuer certaines missions en bénévolat à distance, de façon à ce que notre population de bénévoles qui est retraitée, qui a une moyenne d'âge à 65 ans, elle puisse faire du bénévolat en restant chez elle. Voilà. Et après, on a ouvert à d'autres publics, à des bénévoles de tous âges, et on travaille avec des associations, des grosses associations, pour leur permettre aussi de gérer leur flux de bénévoles directement. Mais donc on va vraiment essayer de réfléchir à qui sont, voilà, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut sortir de chez soi, est-ce qu'on a envie d'être confronté à des situations difficiles, douloureuses, d'être en contact avec des personnes qui sont malades, qui peuvent être touchées de près ou de loin par la maladie, ou est-ce qu'on veut aider d'une autre manière en étant en distance? Déjà, c'est la première étape. Après, voilà, on a tous un smartphone ou presque, ou un téléphone. Donc, pour trouver du bénévolat, c'est assez facile. On peut, si on connaît des associations, les contacter directement. Voilà. On peut sinon passer par les plateformes comme Bénévoles, comme bénévolat.fr, comme la réserve civique, etc. Et puis, on va chercher les moteurs de recherche, on met son activité, on met sa ville, puis on regarde un peu ce qui arrive. Et ensuite, on contacte. Et là encore, il ne faut pas en vouloir aux associations si elles ne répondent pas dans la minute. Voilà, nous, on a la Croix-Rouge en ligne tous les jours, la protection civile. Ils sont débordés par les réceptions de candidatures. Parfois, ils ont trop. Parfois, ça leur prend un petit peu de temps pour s'organiser, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de faire la démarche. Et puis, ça va avancer. Et après, sur les missions, il y a des trucs super. En ce moment, la mission qu'elle vend en poupe, c'est la confection de masques. Hein. Et c'est du bénévolat. C'est-à-dire, vous avez une machine à coudre, vous avez un peu de tissu, vous prenez un tuto, vous faites des masques, c'est du bénévolat et ça va servir à tous vos voisins et à tout le monde. Et ça, c'est une première étape. Boris, dans votre secteur à vous pour numéro 1, qu'est-ce que vous proposez en fait aux bénévoles? Quelle est la description des activités du bénévole chez numéro 1? C'est article 1 ? Oui. Oui, pardon. Article 1, pourquoi numéro 1? Numéro 1 un jour, hein, je ne sais pas toi, mais… Je le souhaite. Donc, alors d'abord, en temps normal, effectivement, nous, on travaille pas mal avec des étudiants et des collaborateurs, un peu moins de 20 000. Les étudiants, ce sont donc ils vont aider les jeunes à s'orienter, non pas en leur donnant des conseils, parce qu'on n'est pas tous nés conseillers en orientation. En revanche, on peut tous partager son expérience. Et c'est extrêmement satisfaisant pour un jeune lycéen de pouvoir échanger avec un étudiant qui a juste quelques années de plus, auquel on peut s'identifier et qui est dans des filières d'études auxquelles on réfléchit. Donc, on a 15 000 étudiants éclaireurs, par exemple, et ces étudiants peuvent être soit dans une logique d'interaction en bilatéral en ligne au travers de notre plateforme Inspire, soit aussi aller dans des lycées pour faire des présentations et parler de leur expérience. Voilà, donc on les forme pour se faire, etc. C'est un engagement déjà un petit peu plus lourd. Et on travaille aussi avec des collaborateurs d'entreprise et des jeunes retraités, plus sur le mentorat d'étudiants dont je vous parlais récemment, tout à l'heure. Donc là où on s'engage vraiment dans du long terme, contrairement juste au témoignage d'expérience que j'évoquais à l'instant. Donc là, il s'agit effectivement de mentorer des jeunes étudiants issus du milieu populaire qui sont engagés dans les filières d'études en général longues. Et donc, le mentorat, c'est d'abord un premier cycle de 3 ans, et puis au bout de la licence, on confirme l'engagement ou pas. Voilà, donc ça, c'est les deux principales formes d'engagement chez Article 1. Et puis, on peut faire aussi toutes sortes d'ateliers sur les compétences, l'entretien d'embauche, les méthodes de travail, etc. Donc ça, c'est en temps normal. Après, en temps de crise, c'était un peu différent. On a rajouté une couche, mais on a essayé de faire en sorte que tout cet engagement perdure, notamment parce qu'on s'est assez vite investi dans le numérique, donc on a les plateformes et les outils qui permettent de faire ça à distance.
Mais on s'est lancé dans une action spécifique qui est le tutorat d'urgence. Comme vous le savez, donc les établissements scolaires sont fermés. Oui, tout à fait. Et donc, on est dans une période où, évidemment, on est dans sa famille et on n'est pas tous égaux face à l'éducation quand on est chez soi. Il y a des familles qui ont la capacité d'aider, qui portent plus ou moins d'attention aux devoirs des enfants, parce qu'elles le peuvent plus ou moins, parce qu'elles le veulent plus ou moins. Donc, on est devant une inégalité, en réalité, qui a explosé depuis à peu près un mois qu'a démarré le confinement. Donc, nous, on s'est dit, comment on peut faire entrer dans les maisons, là où il y en a besoin, un savoir-faire de soutien scolaire au travers d'un tutorat d'urgence. Et donc, on a lancé l'opération Réussite Virale. Donc, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site internet réussitevirale.fr. Et donc là, on peut s'engager pour donner des petits cours auprès de collégiens ou lycéens ou aider des étudiants à réfléchir à leur orientation professionnelle, se préparer à la recherche d'emploi, de stage, etc. Voilà, donc l'éventail est assez large. Donc, on dit les matières dans lesquelles on se sent encore pas trop rouillé. Alors, pour les collégiens, 6e, 5e, ça va. Pour les lycéens, c'est déjà un peu plus technique. Il faut avoir quand même des souvenirs assez précis. Et donc, c'est ça qu'on fait pendant la crise. Et notre objectif, grâce au soutien qu'on a eu récemment du ministère chargé de la ville et du logement, c'est de faire 5000 tutorats d'urgence sur les 3 mois qui viennent, puisqu'effectivement, on sent bien que ce confinement va durer d'une façon ou d'une autre. Ouais. En tout cas, il va y avoir du retard à rattraper. Merci beaucoup. Marine, quand on est porte-parole d'un groupe aussi gros que le groupe SOS, moi, je veux devenir bénévole et rentrer dans le groupe SOS. Est-ce qu'il y a une distribution à l'entrée ou est-ce qu'il y a une offre sur une plateforme qui présente toutes les offres de bénévolat au sein du groupe ? Absolument, et c'est quelque chose qui a été construit rapidement lors du début de ce confinement et de la crise. Tout à l'heure, je parlais des initiatives qui ont émergé en interne dans des associations qui existent d'ores et déjà au groupe et qui ont imaginé, innové et ont pu aussi faire appel à leurs propres bénévoles. Mais évidemment, à l'échelle du groupe qui est vraiment conséquent, on a souhaité bien sûr prévoir aussi ces possibilités-là. Et je pense qu'il faut les remercier pendant cette période. Ce sont les services RH au sein du groupe qui se sont consacrés à ce portail-là, puisque Amélie et Boris le disaient, c'est aussi extrêmement chronophage, bien sûr, de faire appel aux bénévoles, mais aussi de traiter toutes les demandes derrière. Ce qui s'est passé au sein du groupe, c'est que les RH ont voulu réfléchir en termes de compétences et de ne pas faire appel, de cibler le portail sur les compétences. Donc, en fait, il y a un formulaire tout simple qui existe, qui est disponible sur le site du groupe SOS, sur les réseaux sociaux du groupe SOS. Et ce formulaire vous demande vraiment ce que vous savez faire. Ça peut être des compétences que vous avez développées dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle, et vraiment en fonction de ce que vous pouvez faire, en fonction des départements dans lesquels ou des villes dans lesquelles vous pouvez intervenir, si vous êtes véhiculé ou pas, quel est le temps que vous souhaitez y consacrer. Derrière, les ressources humaines, justement, vous dispatchent sur plusieurs missions et il peut s'agir, selon les missions, de missions bénévoles ou de missions salariées. Mais ce qu'on a voulu, c'est de ne pas se dire est-ce que je veux être bénévole ou est-ce que je veux être salarié, avoir une rémunération, mais plutôt se dire quelles sont les compétences que je peux apporter et en fonction, on distribue sur les besoins des différentes structures du groupe SOS. Là, je vais vous demander, merci Marine, de parler en qualité d'expert, mais sur le plan du regard et du côté des associations. Comment est-ce qu'on fait ? Là, effectivement, il y a une période de confinement, il y a un soulèvement, il y a une volonté d'un grand nombre de personnes de devenir bénévoles et de s'engager. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir cet engagement-là, parce que c'est ça qui est dur de tenir sur la durée et que les associations restent captives de ce bénévolat-là. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous avez une idée de ça ? Celui qui veut répondre. Marine ? Je pense justement que pour fidéliser justement et pour que ce ne soit pas uniquement une vague qui repart après la crise, première chose, je pense que tout le monde est conscient que c'est une situation qui va durer et le monde d'avant, il ne va pas se rétablir
aussi rapidement que ça. D'ailleurs, j'en profite pour parler de l'initiative du Monde d'après qu'on a construit aux côtés de la Croix-Rouge, WWF, le mouvement Up, groupe SOS, etc. Donc ça, c'est important de réfléchir à l'après. Et ce qu'on cherche à faire avec ce nouveau réseau de bénévoles qu'on a tissé, c'est justement de leur montrer le champ des possibles dans le bénévolat, qu'il y a de nombreuses structures très différentes qui ont besoin d'appui, que ce soit encore une fois des structures sanitaires, des structures sociales, que selon des compétences qu'on a développées, on peut s'y consacrer. Et puis aussi, le bénévolat, ça peut être 1 heure par semaine, ça peut être 12 heures si on a envie de s'y consacrer pleinement. Il faut aussi que les gens soient à l'aise avec ça. Et comme Amélie le disait tout à l'heure, le bénévolat, c'est aussi coudre des masques en tissu. Tout le monde peut se rendre utile d'une manière ou d'une autre et il n'y a pas de pression horaire ou de pression de tâches spécifiques à mettre en œuvre. C'est aussi réfléchir à l'après. Tout ça, nous, on prend cette bouffée d'air frais qui arrive et on aura à cœur, évidemment, de fidéliser ce réseau-là, bien entendu. Boris, est-ce qu'il y a une question de lien humain pour faire durer l'engagement? Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas été tellement confronté à ce problème de la fidélisation du bénévolat. C'est vrai qu'on a des mentors qui non seulement font 3 années, mais qui en plus se reviennent. Pareil pour les étudiants, en plus on a des phénomènes de boucle, puisque justement, comme je vous le disais, on aide ces jeunes à réussir, mais réussir autrement, donc ça veut dire qu'on les réengage régulièrement. Donc on est beaucoup dans cultiver effectivement ce bénévolat, cet engagement. Et effectivement, un point qui est essentiel, c'est la communauté concrète. Alors, c'est plus difficile quand on est sur des relations virtuelles que quand on est en capacité d'organiser des événements, des meet-up, des after-work, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment, pour nous en tout cas, on l'a vu, vraiment fondamental. L'associatif, et voilà, c'est du lien. Donc, si on n'a pas ce lien-là, et si c'est simplement un engagement dans un sens, en fait, à mon avis, ça ne dure pas très longtemps. Et puis, ce qui est très important, c'est de voir surtout l'effet qu'on a sur des gens. Nous, on a beaucoup de gens qui sont assez fortement diplômés, qui ont qui ont fait pas mal d'études et qui sont dans des méta-métiers. Et donc, c'est des gens qui ont besoin de sentir l'effet concret de ce qu'ils font, d'être en relation avec un humain qui va évoluer à leur contact. C'est parce que, au fond, l'humain, il a besoin de ça, quoi. Et donc, c'est vrai que le mentorat, de ce point de vue-là, c'est chouette parce qu'on voit ces jeunes changer. Et changer dans la durée, on voit leur histoire. Et ça, c'est hyper important quand on passe son temps sur des Excel, du PowerPoint, des réunions et des mails, tout d'un coup de voir qu'on a des effets sur quelqu'un et qu'on change la trajectoire d'une personne. Je crois que c'est extrêmement satisfaisant. Et ça ancre. Merci. Amélie, peut-être vous vouliez rajouter quelque chose? Moi, je pensais notamment à la notion de responsabilité, mais peut-être que ça ne fait pas partie du propos. La notion de responsabilité? Ouais. C'est-à-dire la responsabilité… De dire à un moment, en fait, on s'engage et l'engagement ne doit pas être éphémère pour se donner bonne conscience dans un temps compliqué, mais au contraire, cette responsabilité d'être citoyen, d'être engagé au sein d'un territoire ou de son quartier ou d'une association nécessite du long terme, justement. Alors, c'est une question presque philosophique, c'est l'engagement doit-il être responsable ou pas? Vous avez 4 heures. Ouais, j'adorerais. Je pense que ce qui est intéressant quand même dans ce contexte, c'est qu'il y a des gens qui sont venus à l'engagement solidaire qui n'y seraient pas allés, en d'autres termes. Et c'est intéressant de voir comment la situation de catastrophe ou de crise va faire émerger des espèces de vocations que finalement on remet ce qui fait sens au cœur de son action. Et ce qui fait sens, c'est d'aider dans sa commune, ses voisins ou un peu plus loin. Et ça, je trouve que c'est une première forme d'engagement qui va toucher des gens de tous âges. Après, la question, c'est est-ce que ça va faire durer ou pas? Faut pas se leurrer, hein, il y a des gens, ils vont partir dans leur vie et puis ça aura été une parenthèse et ils ne reviendront pas, mais c'est pas très grave parce qu'ils auront fait quelque chose, ils auront eu un avant-goût, ils comprendront peut-être autrement les enjeux de solidarité, de citoyenneté, que chacun peut avoir un rôle aussi à une action, et ils y reviendront peut-être d'une autre manière. Et puis effectivement, il y a tous ces gens qui vont avoir goûté au bénévolat, qui vont y prendre goût, et qui vont vouloir ou pouvoir rester. Et là, c'est bien le travail des associations derrière, de mobiliser leur communauté
on connaît l'importance de dire merci, l'importance de la relation humaine, qu'elle se fasse à travers des mailings, à travers des appels, à travers des rendez-vous, des rencontres physiques, mais voilà, de remercier ces bénévoles, de savoir entretenir la communication, de savoir valoriser aussi ce qu'ils font. Et ça, on sait que ça joue un rôle vraiment important dans le fait de garder des bénévoles. Et puis, Recherche et Solidarité a fait une enquête où ils expriment qu'il y a quand même 70% des associations qui sont à l'arrêt. Alors évidemment, on comprend les associations de loisirs, les associations sportives. On voit bien qu'en ce moment, il ne se passe pas grand-chose, c'est normal. Mais d'un côté, vous avez les associations, la Croix-Rouge, la Protection civile, vous voyez, solidaires, sanitaires, humanitaires, etc., qui sont vraiment à fond et qui ont besoin. Et puis, de l'autre côté, vous avez des associations à l'arrêt. Et entre les deux, il y a toutes celles qui ont continué de garder une activité plus ou moins forte, qui vont devoir se réorganiser. Et pour préparer l'après, il y a probablement à aller voir du côté de ces associations-là de comment on peut les aider à se restructurer parce qu'elles ont souffert, parce qu'elles n'ont plus forcément d'une source de revenus, pour leur permettre de continuer leur mission, peut-être parfois différemment aussi. Le déconfinement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc voilà, comme on suit des jeunes plutôt par téléphone aujourd'hui, il va falloir inventer aussi des nouvelles manières de les suivre. Et ça se construit vraiment. Donc oui, il y a de la place dans les associations. Et oui, je pense que si quelqu'un veut s'engager, c'est le bon moment et il faut pas hésiter. Ouais. Merci à tous les trois. J'ai un dernier tour de piste à faire avec vous. Une actualité, une initiative que vous portez, que vous souhaitez présenter et mettre en avant parce que c'est important de le présenter à notre communauté Mouvement Up. Boris, je vous laisse commencer peut-être. Est-ce que vous avez une actu, quelque chose qui vous tient à cœur ou un message que vous souhaitez faire passer ? Oui, enfin, ce tutorat d'urgence et à distance au travers de Réussite Virale, ça c'est vraiment notre action phare en ce moment dans la crise depuis 3-4 semaines et qui va monter en puissance, donc on a un vrai besoin. Et aussi un petit message sur la question de la précarité étudiante. On a beaucoup d'étudiants qui sont déjà en situation précaire en temps normal et qui là sont dans des situations, notamment parce que effectivement, toutes les épiceries solidaires ne fonctionnent pas de façon satisfaisante, la restauration universitaire est fermée, donc on a de vraies grosses difficultés. On a mis en place un fonds d'urgence pour venir en aide à ces jeunes. Donc voilà, le fonds d'urgence d'article 1. C'était mes deux actus. Amélie. Oui. Alors nous, en fait, depuis le début du confinement, on a travaillé avec les associations avec lesquelles on était déjà partenaires pour essayer de les outiller pour gérer les flux de bénévoles qui arrivent directement dans leur site, un peu comme ce qu'expliquait Marine sur le groupe SOS. Et donc, on a créé en quelques jours un module de gestion d'annonces de bénévolat où chaque grosse association, sur son propre site, peut avoir ses besoins de bénévolat exprimés par antenne, peut les rediriger, peut gérer des candidatures derrière. Voilà, on le teste avec la Protection civile, la Croix-Rouge, le réseau de la ruche qui dit oui. Make sense, voilà, c'est très chouette, ça fonctionne très bien. Et du coup, le message, il est que si vous êtes une association qui avait besoin de bénévoles et qui avait besoin d'un outil, on est là, c'est le confinement, c'est gratuit du coup. Et on sera ravis de vous aider comme on peut. Merci beaucoup. Marine. Moi, je reparlerai d'Active de mon côté, de notre côté au groupe SOS. Donc, cette start-up du groupe SOS qui permet vraiment d'aider les municipalités à gérer leur flux de demandes de bénévoles. Active a donc collaboré avec plusieurs grosses municipalités, mais évidemment est complètement disposée à travailler à l'échelle des départements, des régions ou d'autres structures. Ils font ça très rapidement, très efficacement. À chaque fois, les municipalités les redemandent. Donc, c'est bien que ça fonctionne et qu'il y a un besoin qui est bien compris. Donc, voilà, je reparlerai d'Active pour que encore une grosse partie des collectivités en France puissent faire appel à leurs services. Merci à tous les trois. Je rappelle, groupe SOS Bénévolte et article 1, je ne me serais pas trompée pour la fin. Sachez que cette interview sera aussi retransmise sur la diffusion et diffusée sur la radio du Mouvement Up ainsi que sur toutes les bonnes plateformes traduites en podcast. Merci à tous les trois d'avoir essuyé les plâtres avec moi de ce premier live Facebook. Je vous dis tous à très bientôt. Salut et excellente journée à tous. Au revoir. Merci. Merci.